Ensemble, ne cessons jamais d'apprendre. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia, agence digitale de solutions e-learning. Je vous accueille sur Never Stop Learning, un podcast qui vous fait rencontrer des acteurs de la formation entrepreneuriale et éducative d'aujourd'hui et de demain. Bienvenue à nos auditeurs. J'accueille aujourd'hui Jean-Marc Oluski, qui est directeur général du groupe RH Partners. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Et j'accueille également Serge Deltor, donc, qui est consultant associé et expert sur les risques psychosociaux et la qualité de vie au travail. Bonjour Serge. Bonjour Gérard. Alors, avant que nous rentrions dans le vif du sujet, donc sur la digitalisation au service des ressources humaines, je voudrais que vous puissiez vous présenter brièvement parce que vous êtes deux, donc ça, on va essayer de faire court sur cette partie et de présenter donc vos parcours respectifs et comment vous êtes arrivé à vos parcours actuels. Jean-Marc. Merci Gérard. Alors effectivement, je suis président du groupe RH Partners. C'est vrai. Pardon, j'ai dit directeur général. Mais en fait, c'est une présidence, je vais vous l'expliquer. Président. Effectivement, moi je suis de formation, je me destinais à l'expertise comptable à partir d'une école de commerce et en fait, je suis rentré dans une entreprise et c'est cette entreprise, dans l'entreprise, où j'ai eu le goût des ressources humaines au travers d'actions que j'ai pu mener dans des groupes de travail dans les RH. Et il y a maintenant un peu plus de 30 ans, à l'issue de cette activité salariée, j'ai créé mon entreprise dans le conseil en ressources humaines. Et il y a maintenant une dizaine d'années, je suis rentré dans le groupe RH Partners. Alors le groupe RH Partners, c'est un groupe un peu particulier, paradoxal, dans la mesure où nous sommes une douzaine d'associés, 12 associés, qui détenons une marque RH Partners. Et cette marque, nous la concédons à nous-mêmes. C'est une espèce de franchiseur franchisé. Il y a 18 cabinets, 33 sites en France, et nous avons 3 métiers. Le premier métier, c'est le métier du recrutement. Le deuxième métier, c'est le métier de gestion de carrière, coaching, bilan de compétences, accompagnement des salariés vers des outplacements, reclassements. Et puis le troisième métier, c'est le métier du conseil en ressources humaines. Et ce conseil en ressources humaines, c'est apporter effectivement une expertise auprès des DRH. Et dans cette expertise, il y a le sujet dont nous allons parler, qui est un sujet aujourd'hui prédominant pour les directions des ressources humaines, c'est le sujet des risques psychosociaux. Serge, la transition, elle est faite avec toi, parce qu'on a prononcé le mot risques psychosociaux. Donc, si tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours. Alors, mon parcours, Jean-Marc vient de dire un groupe paradoxal. Mon parcours, il est non pas sinueux, mais il a pris plusieurs directions. Ma formation initiale, c'est une formation de mécanique industrielle. Puis j'ai fait un troisième cycle en psychologie du travail et de la vie sociale pour ensuite faire une formation plutôt orientée vers l'ergonomie et l'ergonomie des systèmes de production. Pour résumer un assez long parcours professionnel de manière rapide, j'ai beaucoup travaillé. L'essentiel de mon parcours fut dans le réseau de l'ANACT, Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, puis la direction d'une association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Et depuis maintenant quasiment 5 ans, après avoir changé de manière de pratiquer le même métier, je suis consultant indépendant et j'ai rejoint le groupe RH Partners en tant que consultant associé. En son sein, effectivement, je m'occupe plus particulièrement au service de la branche conseil des questions de qualité de vie au travail, de risques psychosociaux et d'accompagnement des changements. D'accord. Alors, vous nous avez présenté très très brièvement RH Partners. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus tous les deux sur les missions, peut-être plus toi Jean-Marc, et surtout la part de la formation dans votre métier? La part de la formation, premièrement, on fait essentiellement de la formation dans nos domaines de compétences, c'est-à-dire que sont les RH. Mais avant tout, notre premier métier, c'est le conseil globalement. C'est-à-dire que nous sommes là pour apporter une expertise sur les 3 métiers que j'ai décrits tout à l'heure. Si je m'appesantis un petit peu plus sur la partie du conseil, dans le conseil, le but c'est d'apporter une vision sur l'organisation à un DRH. L'organisation qui peut être la mise en place, ce qu'on appelle une GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, par exemple, de l'audit social, de l'audit de poste,
Et puis des activités aussi de coaching collectif, d'accompagnement d'un comité de direction. Voilà, tout un tas d'éléments qui font partie de notre activité. Et effectivement, on les accompagne aussi sur cette réflexion qui est comment permettre à mon entreprise d'avoir une meilleure image, pour mieux recruter, pour que les salariés restent dans mon entreprise, pour que les salariés augmentent leurs compétences. Et puis, malheureusement, dans l'autre sens, c'est-à-dire comment effectivement prémunir ou constater que j'ai de temps en temps des salariés qui sont en difficulté et comment effectivement les accompagner, comment permettre à ces salariés de revenir à une activité plus normale. Et l'augmentation des compétences, vous les accompagnez comment? Parce que, alors, on va être obligé, j'en suis désolé, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, de la Covid. J'imagine que dans votre métier, il y a eu un avant et un après, et que aujourd'hui, finalement, cette partie accompagnement, elle a dû changer. Si vous voulez, le Covid, le constat que nous, on a fait du Covid, c'est qu'aujourd'hui, il est compliqué de dire que dans une entreprise, il n'y a pas un sujet. Voilà. Ça, c'est clair, net et précis. C'est-à-dire que ce soit effectivement lié à plusieurs facteurs. Le premier facteur, sûrement, c'est le facteur du télétravail, qui est accepté dans certains cas, qui est totalement rejeté dans d'autres. Aujourd'hui, le gouvernement nous dit qu'il faut faire 5 jours de télétravail au maximum, mais il y a des salariés qui n'en peuvent plus, ne serait-ce que parce que ils n'ont pas d'organisation dans le personnel et que ils sont dans une chambre et que dans une chambre ils ont coincé quelque part. J'ai même l'exemple d'un salarié qui m'a expliqué qu'il avait enlevé les tiroirs de sa commode pour glisser ses pieds et sa commode fait bureau. Donc rendez-vous compte de ces conditions de travail. Donc c'est premièrement ça, cet aspect. Deuxième sujet lié à ça, c'est l'angoisse du Covid, cette peur qui a saisi beaucoup de monde et qui effectivement fait que est-ce que je vais tomber malade ou est-ce que je vais pas tomber malade. Et le troisième facteur, c'est la santé de l'entreprise. Est-ce que mon entreprise va perdurer? Est-ce que mon entreprise va passer cette crise? Et est-ce qu'effectivement, au travers de ça, donc tous ces facteurs font que on peut pas dire qu'il y ait une entreprise, même des entreprises qui ont pu travailler pendant cette période-là, on peut pas dire qu'il y a une entreprise qui se dit pas qu'elle peut avoir un sujet. Oui, j'imagine bien. Mais du coup, comment vous allez les accompagner? Alors, on va y revenir très fortement avec Serge, notamment sur les risques psychosociaux, puisque je sais que Serge a passé les dernières semaines à travailler durement sur le sujet. On va y revenir. En fait, comment vous arrivez finalement à faire passer ce cap aux sociétés, à les accompagner sur le télétravail, sur d'autres sujets. On avait dit à un moment, je crois que lors d'une conversation qu'on avait eue, pas aujourd'hui, mais il y a quelques jours, que notamment sur les recrutements qui font aussi partie de votre cœur de métier, tu en parlais tout à l'heure, ça avait changé un certain nombre de choses. C'est-à-dire que vous utilisiez le digital. Alors c'était même avant le Covid. Covid, pardon, tu m'avais expliqué. Oui. Alors, la partie digitale, effectivement, était pas forcément, enfin, tous les cabinets de RH, tels que le nôtre et beaucoup de nos confrères. Vous l'utilisiez déjà avant. Ouais. On n'a pas eu une digitalisation forcenée liée à cette activité. Non, le paradoxe, je vais vous donner un paradoxe du recrutement, c'est que on recrutait déjà par le biais de Skype ou d'autres logiciels. Mais le paradoxe, c'est qu'il y a des entreprises qui vont recruter, qui ont fait tout le process de recrutement sans voir le salarié et qui vont pas intégrer tout de suite le salarié physiquement. Ah oui, c'est vrai. Donc, il y a des salariés qui vont arriver, bonjour, voilà, et qui vont rester chez eux. Bon, alors, bien sûr, il y a un Zoom, on va se présenter, voilà, mais il y aura pas le café à boire avec les collègues, il y aura pas la présentation de l'entreprise, il y aura pas les premiers repas ensemble. Ce qui fait que d'ailleurs, aujourd'hui, on est dans une phase où il y a un peu d'attentisme des candidats. Il y a des candidats qui se disent, écoutez, pour l'instant, je sais pas, je voulais faire évoluer ma carrière, mais je vais attendre un petit peu de voir. Ils restent où ils étaient. Ouais, voilà, j'ai pas envie je vais pas évoluer parce que je sais pas comment effectivement je pourrais être intégré. Donc ça c'est le premier pour répondre à ta question sur l'aspect recrutement. Sur l'aspect évaluation, bien l'aspect évaluation de la situation de l'entreprise, c'est relativement à la fois simple et compliqué. C'est simple parce que au travers nous d'entretiens qu'on peut faire, d'interviews qu'on peut faire des salariés, notre expertise nous permet de mesurer cet aspect. Je fais une parenthèse. On a des tests psychologiques qu'on fait passer en général pour les gens qu'on recrute ou pour les gens qui sont par exemple en bilan de compétences. Eh bien, nos collaborateurs nous disaient
que cette période Covid avait altéré sur les tests les fonctions qui sont notamment liées à l'optimisme, la sérénité, la confiance. C'est logique. Eh bien, je crois qu'on doit faire passer 3 ou 4 000 tests par an. Enfin, je sais plus le chiffre, mais enfin, c'est assez énorme. Et on s'aperçoit que ces coefficients baissent. Voilà, même pour des salariés qui sont pas forcément concernés, mais enfin, qui ont pas de problème dans leur poste. Mais même pour eux, on a cette baisse. Donc voilà. Donc, interview et après, proposition d'action. Effectivement, mais ça, je crois que Serge pourra un peu plus le détailler. Oui, on va y venir pour donner la parole à Serge. Donc, tu es un expert, Serge, des risques psychosociaux et de la qualité de vie au travail. Et je crois que tu intervenais majoritairement sur des formations en présentiel aujourd'hui. Et comment tu vas procéder maintenant? Et puis, est-ce que tu peux aller un peu plus loin que Jean-Marc sur les risques psychosociaux aujourd'hui? Qu'est-ce que tu observes, toi, et comment tu vas répondre finalement à la nouvelle demande des entreprises? Comment dire? Il y a deux éléments. Il y a l'élément conjoncturel. Alors l'élément conjoncturel, Jean-Marc vient de l'évoquer. La combinaison entre le présentiel et le distanciel, c'est dans la vie du quotidien des entreprises. On parle du télétravail, qui est une forme de travail à distance, donc on introduit du distanciel. On parle de rareté du temps disponible pour faire de la formation, et donc probablement une nécessité que la manière de former s'adapte aux nouvelles contraintes et nouvelles donnes qui vont peut-être durer encore quelque temps. Et puis, notre cheminement, notre évolution n'est pas que liée à la conjoncture. Il est lié aussi à l'analyse que nous faisons des conditions de l'efficacité des formations que nous réalisons. Comme l'a dit Jean-Marc, les formations que nous réalisons ne sont pas des formations, je dirais, apprenantes au sens strict du terme. On ne fait pas ni de la formation initiale, ni notre métier n'est vraiment dans la formation continue. En revanche, il est orienté sur la formation comme un levier de nos pratiques de conseil. C'est un levier pour faire progresser les connaissances et les compétences, mais c'est un levier que nous utilisons essentiellement pour faire bouger les pratiques des personnes dans l'entreprise. Alors bien sûr, des managers de proximité quand on parle des risques psychosociaux, mais en fait pour faire bouger toutes les pratiques au sein de l'entreprise qui seront elles-mêmes favorables à l'évolution positive des conditions de travail, de la performance de l'entreprise. Et donc, nous en sommes venus à réfléchir à des modules de transformation, en fait, des outils que nous utilisions pour faire de la formation-action en module de e-learning. Et là, c'est un travail très spécifique, mais que nous combinerons probablement dans des formations hybrides ou des formations mixtes ou des blended learning où nous garderons la volonté d'avoir un module ou des modules qui permettent de présenter des connaissances, des modèles et de la théorie, et ensuite des temps en présentiel qui permettront de favoriser l'appropriation, l'échange entre pairs, mais qui s'appuiera sur des acquis qui auront été faits au cours des modules de e-learning. Et donc notre réflexion, elle est vraiment d'aller vers une combinaison, vers la conception d'outils de e-learning en partant de nos supports, mais en les transformant radicalement, et ensuite d'utiliser ces nouveaux outils qui nous semblent mieux adaptés aux attentes et aux besoins de l'entreprise, par exemple sur minimiser les coûts, sur optimiser le temps qu'on va y passer, et sur surtout aller vers plus d'efficacité des acquis des formations que nous réalisons. Le blended learning, effectivement, est une très bonne chose. Le blended learning, vous allez envisager de le faire avec des classes virtuelles ou ça va être du vrai présentiel? Je parle en ce moment et même peut-être par la suite, c'est quoi pour vous l'avenir? Est-ce que vous êtes quand même un grand groupe, un groupe important sur les ressources humaines, hein? Comment ça va se passer dans le futur pour vous? Je vais l'amorcer strictement sur ce que nous sommes en train de faire. Gérard, vous l'avez dit, il y a quelques semaines, je suis très occupé là-dessus. Pour nous, l'hybridation, le mixte, ça n'est pas que une combinaison du présentiel et du distanciel. C'est une combinaison au sein des modules que nous développons de l'apport de connaissances théoriques dont nous nous disons qu'en fait, il est peut-être plus efficace de le médiatiser et de le faire passer au sein de modules de e-learning. Et cette combinaison, alors là, c'est du distanciel. Oui, bien sûr. Mais nous le combinerons
avec du présentiel, alors dès que les conditions le permettront, évidemment, hein, nous le combinerons avec du présentiel, et donc là, le présentiel sera davantage destiné à la prise en main, à l'appropriation, à l'échange entre pairs, D'accord. sur la base de ce qu'ils auront acquis dans les modules de e-learning. Et c'est ça que nous essayons, nous expérimentons un petit peu aussi, hein. Nous faisons bouger nos pratiques pour nous-mêmes aussi en la matière. Mais je vais juste donner un exemple. Pendant longtemps, quand nous faisions en quelque sorte, et nous le referons sûrement encore, mais des journées de formation classiques, ça dure 6-7 heures, nous avions un public face à nous et nous avions des commanditaires qui nous disaient « Bon voilà, vous avez des objectifs de formation ». Et très rapidement, on en venait soit dans la séquence de formation, soit dans la commande qui nous était passée, mais soyez pratico-pratiques. Allez vite vers des outils, vers des choses qui sont immédiatement opérationnelles. Et nous avions toujours une forme de résistance en disant « Ces outils, on sera capable de bien les utiliser lorsque nous aurons acquis les bases, lorsque nous aurons acquis des connaissances suffisantes, des modèles, un peu de théorie. » Et quand on est en présentiel sur une journée, eh bien la pression est très très forte pour aller immédiatement vers le pratico-pratique, vers les outils, vers l'opérationnel. Il nous semble qu'en découplant les deux temps, probablement que avec la souplesse, avec la capacité de retour, avec l'autonomie du formé ou de l'apprenant, qui va pouvoir le faire à son rythme, la partie acquisition de connaissances va peut-être être de meilleure qualité, et ensuite, quand on passera au moment de l'appropriation et du transfert d'outils pour changer les pratiques, donc des choses très opérationnelles, alors dans ce second temps, peut-être qu'il y aura de meilleures conditions. D'accord. Jean-Marc. Alors, oui, je rajouterais sur un élément de transformation. Il y a quelques années, on avait des formateurs. Oui. Aujourd'hui, on a des coachs. C'est-à-dire que on a, j'ai plus le nombre exact, mais autour de 25 coachs certifiés. Ah oui. Certifiés. La certification, pour nos auditeurs, c'est grosso modo 40 jours de formation sur plusieurs sessions avec des phases assez lourdes de formation. Et ces coachs, ce sont des gens qui s'approprient des méthodes d'animation, beaucoup qui nous viennent du Canada, et qui effectivement investissent ce champ, qui est ce champ de l'appropriation. Par ce biais que vient de décrire Serge, on pense que le taux d'appropriation de ce qu'on veut transmettre sera supérieur. Et notamment par le biais du coaching ou par le biais de méthodes. Je pense notamment, j'ai en tête par exemple le co-développement ou le forum ouvert. Ce genre de méthodes qui arrivent du Canada, oui, permettent effectivement cette appropriation. Et donc les gens que nous avons, et notamment les gens qui font du coaching, sont des coachs, mais qui sont capables effectivement de faire du coaching individuel, mais aussi beaucoup de coaching collectif, eh bien, ça permet effectivement cette amélioration de l'appropriation. Et ça, je crois que c'est un des points majeurs. Je pense, alors je vais pas me faire que des amis, mais je pense que le catalogue de formation tel qu'on a pu le connaître, oui, avec un catalogue qui faisait 10 cm d'épaisseur, c'est quelque chose qui est terminé. Ouais, ça n'existera plus. C'est fini, ça n'existera plus. Et quand on choisira, et d'ailleurs, ça fait quelque temps, je pense notamment au management, que on n'en voit plus quelqu'un qu'on veut, par exemple, un jeune ingénieur qui est promu et qui doit manager ses anciens collègues, on l'envoie plus en formation dans un organisme parce qu'avec un programme sur 3 jours, on lui dit on va te faire coacher et on va améliorer tes performances en termes de management directement et bien plus facilement. D'accord. Alors, vous avez démarré en fait, je crois que Serge, tu n'avais jamais fait de module de e-learning. Ça a été nouveau pour toi. Tu en as créé un de bout en bout. Qu'est-ce qui t'a plu? Tu as trouvé que c'était un exercice qui était difficile parce que, tu l'as dit tout à l'heure, tu étais plus sur du présentiel, des webinaires, des choses comme ça. Et l'exercice de créer finalement quelque chose qui est moins sur du Word, des PowerPoint, enfin de l'écrit comme tu le fais. Tu as écrit des ouvrages d'ailleurs, donc très très littéraire. Ça a été compliqué pour toi ou ça s'est fait plutôt naturellement? Mon métier, mes filles ont souvent raconté ça quand leurs copines leur demandaient ce qu'était le métier de papa. Elles disaient, c'est regarder les autres travailler. C'est une belle définition. Et en fait, je viens de faire un travail que je n'avais jamais fait avant.
en partant d'acquis, de connaissances qui sont les mêmes les miennes sur ces sujets-là, en partant de méthodes qui me semblaient les plus aptes à partager, à permettre l'appropriation, comme le disait Jean-Marc, par mes interlocuteurs, donc qui sont des acteurs d'entreprise, d'un certain nombre de sujets pour que leur pratique évolue dans le bon sens, pour qu'elle combine le mieux possible la performance économique et le bien-être ou les qualités de vie au travail ou les conditions de travail des salariés. Et pour cela, j'étais doté d'un certain nombre d'outils, de supports qu'il a fallu revisiter assez fortement. Et en les revisitant, très schématique, on passe de quelque chose qui me prenait à peu près une journée, mais parfois plusieurs journées. Mais là, on s'est concentré sur un support qui pourrait être développé, prenez une journée, avec un objectif qui m'a été donné au début. Au bout du compte, il faudra que ça dure pas plus de 40 minutes. Alors vous imaginez, passer 7 heures en 40 minutes... C'est un défi. C'est un défi, c'est un sacré défi. Et dans ces 7 heures, il y avait de la théorie, des modèles, des connaissances, mais aussi des cas pratiques. Mais ces cas pratiques, il a fallu aussi les réinventer pour qu'ils viennent faire des illustrations, des moments d'appropriation des modèles théoriques qui étaient présentés. Tout cela avec un objectif 40. Alors au bout du compte, il faut l'avouer, on sera plutôt à 50 minutes, mais aussi un travail de coopération avec d'abord un interlocuteur rédacteur qui reprenait globalement mes matériaux qui quelquefois ne les comprenait pas, il a fallu partager avec lui, alors c'était un homme à ce moment-là, c'est pour ça que je dis avec lui, ces matériaux-là. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, qui a duré vraiment relativement longtemps, on passe dans une séquence de médiatisation, et où là, ce que j'espérais va prendre corps, va s'illustrer, c'est-à-dire en rendant attractif, pédagogique, esthétique, cohérent, un matériau que j'avais fini par peaufiner, par faire à ma main, et là ça devenait plus externe et ça allait devenir un produit fini sur lequel je n'allais plus avoir d'action. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, une fois que la conception est terminée, des utilisateurs vont s'en emparer, mais celui qui est à l'origine, alors dans un travail partenarial de la création de ce module, va disparaître. D'ailleurs, on disait que, je ne sais pas si c'est un mythe ou une histoire, que Pythagore se cachait derrière un rideau pour faire ses cours. Et là, globalement, c'est un peu la même chose. Oui, c'est vrai. C'est celui qui est à l'origine des matériaux va disparaître de la scène. Ces matériaux qui devront être bien regardés et bien révisés, parce qu'en fait, s'il y a quelques coquilles qui restent, elles vont être inscrites dans le marbre, alors que vous savez qu'un formateur a toujours la capacité, s'il dit une bêtise, de s'en rendre compte et de les récupérer dans les 5 minutes qui suivent. Là, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. En fait, on les corrige quand même. Ah non, mais ce que je voulais dire, une fois le produit totalement fini. Oui, mais même, on laisse jamais des coquilles, Serge. C'est vrai. Je te rassure, on les corrige. C'est vrai, mais c'était plutôt. Mais c'est plus long. C'était plutôt c'est pas sur la prise de distance par rapport à un matériau. Oui, et donc, quand on regarde ce matériau, il va falloir s'assurer qu'il soit solide, qu'il tienne la route, qu'il n'y ait pas de petites erreurs qui s'y glissent à l'intérieur. Et donc ça, c'est un exercice intéressant. Mais on va repasser devant le rideau si effectivement on fait ces formations mixtes, hybrides, le blended learning. Et là, on va pouvoir retrouver à la fois le moment où on se cache, où on se retire, pour que la concentration soit vraiment sur les connaissances et pas sur l'acteur qui les prodigue, et ensuite utiliser le second temps pour vraiment faire preuve de savoir-faire, de transfert, de réflexion, d'appropriation et de mise en discussion de ce qui aura été acquis au moment de l'exercice de e-learning. Donc effectivement, pour conclure, par rapport à la question, oui, c'est un exercice totalement différent de ce que moi-même j'avais fait jusque-là, mais dans lequel je trouve un plaisir et surtout un plaisir de coopération avec d'autres professionnels qui vont apporter leur contribution au produit fini. Donc là, c'est un triptyque, ou plus que ça, d'ailleurs, on était plus autour de la table pour concevoir ce produit, mais c'est quelque chose, voilà, d'innovant et d'intéressant comme nouvelle pratique. Mais l'exercice est difficile puisque l'objectif, quand tu es en présentiel, tu peux intervenir et avoir un retour immédiat sur l'auditoire. Là, on l'a pas
quand on construit un module de e-learning, et il va falloir y mettre ce que tu as réussi à faire, beaucoup d'interactivité pour améliorer le taux de complétion et être sûr que les gens, ils démarrent, ils vont aller du point A jusqu'au point Z et en prenant beaucoup de plaisir, parce que si on les perd en route, c'est pas si simple. Alors, moi, j'ai tendance à dire que, et ce que j'ai mesuré en marchant un peu et dans la vision de ce module, c'est qu'aujourd'hui, en 50 minutes, on permet à une DRH, je dirais, d'avoir une espèce d'assurance. C'est-à-dire que si tous mes cadres passent ce module pendant 50 minutes, alors que ça aurait pu durer plus longtemps, eh bien, j'ai l'assurance que j'ai fait passer un message et qu'un cadre a bien compris quels étaient les facteurs de RPS vis-à-vis de ses collaborateurs. Il a compris les situations, il a compris ce qui doit se faire et le message est rapide, mais le message est percutant. Alors qu'effectivement, on pouvait se poser la question. Alors, si effectivement, après, on peut dérouler et l'entreprise se dit, tiens, effectivement, moi, j'ai besoin pour des bonnes raisons, c'est-à-dire, je pense qu'effectivement, j'ai des vrais sujets chez moi et j'ai besoin de l'accompagner. Et bien évidemment, c'est une chose, mais rien que ce produit, on a des entreprises qui sont extrêmement vertueuses. D'autres peut-être qui tendent vers la vertu. Mais ces entreprises vertueuses, elles se disent, mais il suffit que j'ai effectivement quelqu'un qui n'ait pas bien compris, qu'on a intégré, qui n'a pas bien compris le sens effectivement de notre vision vers la responsabilité sociale de l'entreprise, vers cette qualité de vie au travail. Il suffit que j'en ai un qui n'ait pas bien compris pour remettre en cause ma politique. Donc là, je mets en place un produit, ça dure 50 minutes et j'ai une assurance que tout le monde a reçu le message et que tout le monde doit l'intégrer. Et ça, je crois que c'est une grande vertu de cette nouvelle forme de fonctionnement et de transmission de l'information. Et est-ce que tous les deux, vous avez réussi finalement à mettre dans ce module ou à traduire fidèlement ce que vous faisiez en présentiel? Tu parlais, Serge, et toi aussi Jean-Marc, tu avais fait des mises en situation, des cas pratiques. Tu t'y es retrouvé dans cette méthodologie où tu vas devoir aller encore plus loin finalement en présentiel? Alors, je trouve, et je reprends ce que vient de dire Jean-Marc, je trouve que ce module, tel qu'on l'analyse nous aujourd'hui, il a déjà un caractère autosuffisant. D'accord. C'est-à-dire qu'on a à la fois des apports de connaissances et on s'est évertué à faire que ce soit rigoureux et solide. On a des présentations de modèles qui permettent de favoriser la réflexion sur le passage des causes aux effets. Et donc, on propose une clé de lecture, une clé de compréhension de d'où proviennent les causes des risques psychosociaux, quels en sont les effets sur les personnes et sur la performance dans l'entreprise, donc des connaissances de base, un modèle compréhensif, et ensuite des illustrations à partir de cas dont on sait évidemment qu'ils ont dû être travaillés pour être suffisamment génériques. Bien sûr. Ils ne correspondront pas directement toujours à l'activité particulière de telle ou telle entreprise. Mais on sait, et ça c'est l'expérience de ce que l'on faisait sous l'autre forme, on sait que ces cas sont suffisamment, entre guillemets, passe-partout pour que les gens y reconnaissent des situations qu'ils connaissent. Et donc, à partir de là, on peut dire qu'une fois qu'ils ont fait ces 50 minutes, ils sont équipés pour déjà commencer à réfléchir à cela. Alors effectivement, lorsqu'on en aura la possibilité, lorsque les entreprises le souhaiteront, le grand avantage aussi, c'est de pouvoir avoir un temps de réflexion entre le moment où les gens auront fait le e-learning et le moment où nous ferons les séminaires, les séquences en présentiel, où nous pourrons leur demander déjà des premiers retours sur leur perception, les questions qui restent, les questions qui sont soulevées, les incompréhensions éventuelles. Et quand on sera dans le second temps, mais qui ne sera pas toujours nécessaire, mais quand le second temps existera, alors il y aura continuité entre le temps en e-learning et le temps en présentiel. Et de notre point de vue, ça apportera une vraie valeur ajoutée par rapport à ce qu'on faisait précédemment. D'accord, c'est très clair. Je vais vous poser une question qui paraît un peu bateau, mais dans le contexte, mais parce que je sais que vous faites 2 modules de e-learning, il y en a un qui s'appelle Recruter sans discriminer. Vous avez décidé de débuter par les risques psychosociaux. C'est parce qu'il y avait une vraie demande, vous sentiez qu'il y avait un vrai besoin. Avec le télétravail, ce qui se passe, ça paraît presque évident. C'est pour ça que je dis ma question est un peu bateau. Mais il y avait d'autres où vous y avez déjà pensé avant. Non, en fait, je crois que le recrutement sans discriminer s'inscrit dans les risques psychosociaux. Oui, c'est vrai. Voilà, les risques psychosociaux sont un gros pavé, un gros élément, et
Et effectivement, la recruter sans discriminer. Mais recruter sans discriminer, on l'a fait essentiellement pour des questions aussi légales. C'est-à-dire que c'est une obligation. Oui, je sais, oui. Toutes les entreprises. Pas dit à nos auditeurs, mais c'est vrai que c'est une toutes obligation. les entreprises ne le savent pas. Bon, nous, professionnels du métier, on le sait. Et on forme nos collaborateurs. Et voilà, mais les recruteurs internes des entreprises, moi j'en connais, à qui j'ai dit, vous avez été formé. Ah ben non, voilà. Donc c'est une obligation. On a fait ce module parce que c'est une obligation, mais effectivement, il fait partie aussi des risques psychosociaux. Juste une précision, Jean-Marc, quand tu dis c'est une obligation de former ses collaborateurs ou c'est une obligation de former des managers? Il faut l'obligation de former des recruteurs. Les recruteurs. Des gens qui sont sur l'activité de recrutement, qui soient des professionnels comme nous. Enfin, tout le monde est professionnel. Des indépendants, des intermédiaires de l'emploi ou des recruteurs de l'entreprise. D'accord. Il faut obligatoirement former à ces critères. Et ces critères sont nombreux et pas toujours connus de tout le monde. J'imagine, vous avez réalisé un module formateur, manager finalement, et un module collaborateur. Former les collaborateurs, alors sur la prévention. Sur la partie discrimination. Pardon, tu parlais de quoi? Non, je parlais des risques psychosociaux. Ah, d'accord. Pas des discriminations. Il y a deux modules, effectivement. Un module dit de base, mais qui est destiné aussi aux collaborateurs, et un module complémentaire pour les managers, sachant que les managers, de notre point de vue, doivent faire les deux. Le module de base et le module spécifique manager. Alors, pourquoi avons-nous commencé par cela, dans ce que sera notre future batterie de modules de e-learning? C'est parce que ça pourrait d'ailleurs paraître étonnant, alors que moi-même tout à l'heure j'ai dit que je travaillais sur les risques psychosociaux et sur la qualité de vie au travail, et dans une espèce de vision chronologique, la qualité de vie au travail c'est plus moderne que les risques psychosociaux. On aurait pu nous attendre sur la création d'un module qualité de vie au travail, ce que nous ferons probablement. En revanche, notre constat, c'est que pour beaucoup de ceux qui parlent de qualité de vie au travail, en fait, ils parlent de tout ce qui est à l'environnement du travail, ce qui est les périphériques du travail. Et nous, on a souhaité considérer que pour faire véritablement des actions de qualité de vie au travail, il fallait bien comprendre quels sont les mécanismes et qui vont produire à la fois du bien-être, la qualité de vie au travail et de la performance, mais aujourd'hui être capable de détecter ce qui n'est pas vertueux de ce point de vue. Et c'est pas pour dire que tout se passe mal dans les entreprises ou que le travail est source de difficultés et de souffrances. On pense que le travail peut être source de développement et de plaisir. Mais en revanche, si les managers n'appréhendent pas les difficultés, les risques, leurs actions qui peuvent ne pas être propices au bien-être, s'ils ne sont pas équipés pour bien identifier ces liens entre cause et effet, alors peut-être qu'ils n'iront pas véritablement sur de la prévention primaire des actions de qualité de vie au travail. Donc on commence par RPS parce que on sait qu'une fois que les gens auront bien compris ces éléments-là, ils iront beaucoup plus facilement sur des pratiques, alors là, sur lesquelles on n'aura plus besoin de s'interroger puisque on aura déjà passé le pas. Alors, je vais poser ma dernière question, puisqu'on arrive à la fin de ce podcast. Finalement, qu'est-ce qu'on va y trouver dans ces deux modules? On a parlé de tout l'environnement, mais pratiquement, les directeurs ou directrices des ressources humaines que tu évoquais tout à l'heure, dans les entreprises, dans les autres cabinets de recrutement, qu'est-ce qu'ils vont y trouver? Je vais pas détailler le sommaire parce que même si j'ai dit qu'on était passé de 7 heures à 50 minutes, si je repars j'ai dit sur qu'on le concluait, détail, on va conclure. Donc, qu'est-ce qu'ils vont y trouver? Ils vont y trouver le moyen de s'assurer que leurs collaborateurs, peut-être même leur direction générale, et puisque par exemple notre premier client souhaite que ce soit 100% de la ligne managériale jusqu'au manager de proximité qui suivent le module. Ils vont y trouver l'occasion de partager et d'être tous au même niveau sur des connaissances, des modèles et des exemples qui permettent de véritablement prévenir les risques psychosociaux dans l'entreprise. Je ne prends pas le détail, mais c'est vraiment ça qu'ils vont y trouver. Ils vont y trouver la possibilité de partager, puisqu'ils seront tous au même niveau d'acquis sur ces sujets-là, de partager des décisions stratégiques sur la manière dont on améliore le fonctionnement dans l'entreprise. Ils vont y trouver la capacité à comprendre pourquoi le télétravail, quelquefois, qui est un merveilleux outil d'articulation, de forme d'organisation du temps de travail,
mais ils vont y trouver la capacité à comprendre pourquoi, quand il n'a pas été bien conçu, quand il n'a pas été bien accompagné, il est plutôt source de tension que source de performance pour un certain nombre de collaborateurs ou de difficultés de mal-être, plutôt que ce qui était attendu du télétravail, c'est-à-dire une meilleure articulation des temps de vie, une meilleure souplesse, la capacité à mieux travailler sur un certain nombre de dossiers en se mettant à l'abri des perturbations dans l'entreprise. Donc, ils vont trouver tout un tas de capacités à comprendre les mécanismes complexes entre cause et effet, et donc, ils vont pouvoir anticiper la manière dont il faut faire pour qu'il y ait deux sorties positives, aussi bien en termes de production qu'en termes de bien-être et de qualité des conditions de travail. Merci Serge. Jean-Marc, le mot de la fin pour conclure? Le mot de la fin, c'est que je crois que par ce biais, par ce fonctionnement, je crois qu'on anticipe une organisation du conseil RH du futur. D'accord. On est vraiment sur cette lignée et je crois qu'on va poursuivre dans ce sens. Et sûrement que le Covid l'aura fait accélérer, certainement. La Covid l'aura fait accélérer. Oui, j'ai reçu quelqu'un qu'on connaît ensemble qui s'appelle le professeur Marc Ichou et qui m'a repris, moi, sur la Covid. La Covid, sûrement, aura fait anticiper, mais on y arrivait. Et je crois que là, ça nous permet de l'anticiper, mais on est sur une nouvelle forme d'organisation, une nouvelle forme de réflexion et une nouvelle forme de transmission du savoir. D'accord. Très, très, très belle conclusion. Merci, Jean-Marc. Je voulais vous remercier tous les deux. Donc, Jean-Marc Oluski, donc président du groupe RH Partners, et Serge Deltor, donc qui est consultant associé et expert donc des risques psychosociaux et de la qualité de vie au travail. Je voulais remercier également tous nos auditeurs qui nous ont accompagnés jusqu'à la fin de ce podcast. Et puis, écoutez, vraiment un grand merci pour votre venue dans ce podcast Never Stop Learning. Merci. Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Si l'épisode vous a plu, partagez-le auprès de votre entourage et donnez-lui une bonne note suivie d'un commentaire sympathique pour nous aider à grimper dans les classements. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia. Si vous cherchez une solution e-learning, rendez-vous sur calimedia.fr. Notre équipe vous accompagnera avec un très grand plaisir. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble, nous ne cessions jamais d'apprendre.